écoutez Europe 1. Il est 19h. Europe 1 Soir. 19h, 20h. Hélène Zellani. Bonsoir à tous, très heureuse comme tous les soirs de vous accompagner jusqu'à 20h dans Europe 1 Soir. La marche contre l'antisémitisme prévue dimanche à Paris tourne au casse-tête. LFI ne viendra pas, en revanche le RN sera là et ça n'arrange ni la majorité ni la gauche. Précision dans un instant. Nous serons aussi en Israël où la question des 240 otages du Hamas reste un sujet extrêmement sensible. Le Qatar est à la manœuvre pour obtenir la libération de 12 otages dont 6 Américains en échange d'un cessez-le-feu. À 19h30, nous recevrons maître Patrick Klugman, avocat de plusieurs familles françaises d'otages, puis Samuel Fitoussi qui fait le lien entre wokisme et antisémitisme. Vous pouvez comme toujours réagir au 01 80 20 39 21. Le pouvoir d'achat des salariés du privé a nettement baissé l'an dernier, moins 1%, annonce de l'INSEE qu'on va décrypter juste après ce journal. Nous parlerons aussi de la suite du procès d'Éric Dupond-Moretti, du Pas-de-Calais qui pense ses plaies mais craint de nouvelles inondations, et puis le retour de Fabien Galtier. Il reprend la parole 24 jours après l'élimination des Bleus au mondial de rugby. Bonsoir Marlène Duret. Bonsoir Hélène. La tendance météo. Alors pas de décrue avant vendredi a priori. Dans le Pas-de-Calais, toujours placé en vigilance orange pour les crues. Et à partir de demain, vigilance orange pluie inondation. Une alerte qui sera enclenchée à partir de 10h. Alors évidemment que les sols sont gorgés d'eau et plusieurs cours d'eau débordent. Donc on verra ça en fin de journal. Et puis les deux Charentes sont également placées en vigilance orange pour les crues. Merci, à tout à l'heure. Europe 1. Dimanche, pour l'Union nationale, on repassera les présidents de l'Assemblée et du Sénat, ont, vous le savez, appelé à une grande marche contre l'antisémitisme. La première ministre Elisabeth Borne sera bien présente, mais pour ce qui est des partis, on est très loin du consensus. Et ce qui pose problème, Arthur Delaborde, c'est la présence du Rassemblement national. Oui, le porte-parole du gouvernement a clarifié la ligne de l'exécutif. Olivier Véran regrette la porte ouverte laissée à la venue de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Nous avons entendu ce qu'a dit Jordan Bardella, qui ne savait pas si Jean-Marie Le Pen était antisémite. La justice française a répondu à cette question en condamnant Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme. De ce fait, en mon sens, le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation. Maintenant, c'est une manifestation publique à laquelle chacun est libre, en conscience, de participer ou non. Jordan Bardella qui répond ce soir dans une interview au JDD. Jean-Marie Le Pen a été condamné pour des propos inacceptables, déclare notamment le président du RN, qui assure que la rupture politique avec le fondateur de son parti en 2015 a mis fin à toute ambiguïté. Elisabeth Borne et ses ministres se tiendront en tout cas à bonne distance de Marine Le Pen et Éric Zemmour lorsqu'ils défileront dimanche. Emmanuel Macron, lui, hésite encore à se rendre à la marche. Le parti présidentiel Renaissance réclame quoi qu'il arrive une séparation nette dans le cortège pour ne pas être complice de la banalisation du RN. Mais ce n'est pas fini, Arthur, parce que la gauche refuse également de défiler avec le Rassemblement national. Effectivement, dans un communiqué commun, écologistes, socialistes et communistes appellent à participer à la marche. Ils demandent toutefois la mise en place d'un cordon républicain pour distinguer les progressistes et les forces d'extrême droite. La NUPES apparaît une nouvelle fois divisée puisque de son côté, la France Insoumise sera le seul parti qui ne sera pas présent. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon estime que lutter contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme est impraticable aux côtés du RN. Merci Arthur Delaborde. Quant à Emmanuel Macron, il affirme que s'en prendre à un juif, c'est toujours chercher à atteindre la République, mais il met aussi en garde l'extrême droite contre un amalgame entre le rejet des musulmans et le soutien des juifs. Pendant ce temps-là, les frappes israéliennes sur Gaza se poursuivent alors que le Hamas retient toujours 240 otages, dont plusieurs Français. En coulisses, des négociations sont en cours pour obtenir des libérations. William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Que sait-on ce soir de ces pourparlers ? Eh bien, des discussions se poursuivent depuis Doha, même si aucun accord n'a encore été trouvé. Le Qatar mène une médiation en coordination avec les États-Unis. Il s'agit d'obtenir la libération de 12 otages, dont la moitié de nationalité américaine, en échange d'un cessez-le-feu de 3 jours, selon une source proche des négociations. Initiative d'ailleurs saluée par les familles des otages retenus depuis plus d'un mois. Cela fait 33 jours que Samuel réclame devant le ministère des Armées à Tel Aviv la libération de ses proches. Je veux un cessez-le-feu maintenant. N'importe quel cessez-le-feu. Un cessez-le-feu humanitaire, vous l'appelez comme vous voulez, je m'en fiche. Mais c'est dans le but de négocier. Et pendant les négociations, il ne devrait pas y avoir de bombardement. Et le gouvernement doit mettre le Hamas dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse me rendre ma famille.
Et de son côté, un porte-parole du gouvernement israélien a indiqué ne pas commenter la négociation. Les autorités restent sur une ligne ferme malgré la pression des familles et des ONG. Pas de trêve humanitaire ni de carburant tant que les otages n'auront pas été libérés. Israël reste concentré à cette heure sur la manœuvre militaire de Tsahal au cœur de Gaza City. William Molinier en direct de Tel Aviv pour Europe 1. À 19h30, nous recevrons l'avocat maître Patrick Klugman qui défend 5 familles d'otages françaises du Hamas. Puis Samuel Fitoussi qui est auteur d'un livre sur le wokisme. Il nous expliquera le lien qui existe selon lui entre wokisme et antisémitisme. Pour réagir, pour témoigner, vous pouvez comme toujours nous appeler au 01 80 20 39 21. Et puis notez que le Conseil d'État valide l'expulsion de la militante du Front populaire de libération de la Palestine, Mariam Abou Daka, une organisation de gauche radicale considérée comme terroriste par Israël et l'Union européenne. Voilà qui annule la décision du tribunal administratif de Paris. Il avait suspendu son arrêté d'expulsion. 19h, 20h. Hélène Zélani. Et on vous emmène maintenant au palais de justice de Paris où le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti comparaît devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. 3e journée d'audience que vous suivez, Jacques Serret. Elle a été difficile pour l'ancien ténor du barreau. Il s'est retrouvé face au magistrat qui l'accuse d'avoir réglé ses comptes en devenant ministre. Oui, assis dans son fauteuil, le garde des Sceaux encaisse les coups. Les témoignages s'enchaînent et se ressemblent. Patrice Amar, ex-numéro 2 du parquet national financier, charge le ministre. Éric Dupond-Moretti, ce n'est pas un point de contact, c'est une pesanteur institutionnelle. C'est le patron, lance-t-il à la barre pour dénoncer celui qui, avocat, avait porté plainte contre lui et qui, une fois ministre, avait lancé une enquête administrative à son adresse. Sa collègue du PNF, Ulrika Weiss, n'est pas plus tendre. Dans ce dossier, le ministre a vengé l'avocat, résume-t-elle. Puis vient le tour d'Eliane Houlette. L'ancienne patronne du parquet national financier s'approche du micro. Plus de 3 ans après, il ne reste rien des accusations graves lancées par Éric Dupond-Moretti, explique cette magistrate aujourd'hui à la retraite. Le ministre, les bras croisés, lève les yeux au ciel. Son avocate, maître Jacqueline Lafont, tente d'interroger le témoin, mais à chaque fois ou presque, c'est une fin de non-recevoir. Je n'ai rien à ajouter, vous ferez votre plaidoirie plus tard, réplique l'ancienne juge à l'avocate. La tension monte peu à peu d'un cran. Le ministre s'agace d'entendre les commentaires peu amènes des témoins de la matinée qui sont assis au premier rang dans le public. Le président de la Cour de justice de la République suspend l'audience quelques minutes, le temps que les esprits s'apaisent. Jacques Serret au palais de justice de Paris. Pour sa part, Nicolas Sarkozy est de retour devant des juges. Procès en appel dans le dossier Big Malion sur le financement présumé illégal de sa campagne de 2012. Jamais ces 25 dernières années, le pouvoir d'achat des salariés du privé n'avait baissé comme ça. Rappelons que les salariés du privé, ça représente 20 millions de personnes, 3 actifs sur 4. L'INSEE vient donc de dévoiler les chiffres de 2022. En fait, Baptiste Morin, les salaires ont certes augmenté, mais l'inflation a été tellement élevée que ça ne compense pas. C'est exactement ça. Le salaire net moyen des salariés du privé a augmenté de 4,2% en un an pour atteindre 2630 € net, ce qui est une bonne chose. Le problème, c'est que dans le même temps, les prix ont augmenté plus fortement de 5,2%. Voilà comment les 20 millions de salariés du privé ont perdu 1% de pouvoir d'achat en 2022. Seule exception, et elle est notable, les plus de 2 millions de salariés payés au niveau du SMIC, les revalorisations successives les ont préservés. C'est ce qu'explique Vladimir Passeron. Il est le chef du département de l'emploi et des revenus d'activité à l'INSEE. Au niveau du premier décile, les 10% les moins bien rémunérés sont protégés par le SMIC. Et donc du coup, on n'a quasiment pas d'évolution du pouvoir d'achat des salaires. Et après, plus on s'élève dans l'échelle salariale, plus les baisses de pouvoir d'achat sont importantes, jusqu'à 1,4 points pour les 10% des salariés les mieux rémunérés. Cette étude de l'INSEE nous permet aussi de faire une distinction importante entre ce qu'on appelle le salaire moyen et le salaire médian. Le moyen, je vous l'ai dit, il est de 2630 €. Mais il est fortement tiré vers le haut par les plus hauts revenus. Le médian, il est à 2091 € précisément. Autrement dit, 50% des salariés du privé en France sont payés moins de 2091 € net par mois. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Et juste après ce journal, nous aurons le décryptage d'Olivier Redoul. Il dirige les études de Rexecode. Si vous avez l'impression qu'en effet votre pouvoir d'achat a baissé, eh bien racontez-nous au 01 80 20 39 21. Quoi de neuf dans le projet de budget 2024 ? Les députés ont adopté une série d'amendements qui touchent à notre vie quotidienne, notamment l'élargissement du chèque carburant à davantage de travailleurs, ainsi qu'un fonds de 5 millions d'euros pour la lutte contre les punaises de lit. Il est 19h10 sur Europe 1. Dans un instant, le Pas-de-Calais sous les eaux, avec la crainte que ça recommence. Nous serons près de Boulogne-sur-Mer. Europe 1 soir.
19h12 sur Europe 1 dans le Pas-de-Calais. On surveille encore avec angoisse la montée des eaux. La vigilance rouge pourrait d'ailleurs être réactivée pour la Liane et l'AA. C'est ce que disait le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu en visite près de Boulogne-sur-Mer. La décrue s'est amorcée dans tout le département, mais aujourd'hui, la pluie a continué à tomber. Lionel Gougelot s'est rendu à Saint-Étienne-au-Mont où les habitants ont passé la journée à nettoyer tout en craignant un retour des inondations. L'eau s'est retirée dans la rue principale de la commune. À l'aide de leurs motopompes, les pompiers vident les caves encore inondées, tandis que les habitants armés de balais et de racloirs évacuent comme ils peuvent la boue qui s'est accumulée dans les habitations. Et pour certains, comme Mélodie, c'est l'heure d'un constat déchirant. C'est plus habitable. Il n'y a plus rien, on a tout perdu, on a tout racheté, on avait tout refait à neuf et il n'y a plus rien. Plus de souvenirs, plus de maisons, plus de meubles, plus rien. On accuse le coup, c'est dur et surtout c'est long. Dans la rue d'à côté, c'est encore les pieds dans l'eau que Reynald retrouve sa maison évacuée lundi. Il y en a encore beaucoup, oui. Bon, là, il me reste 50 cm dans la cave. Mais bon, c'est monté à 1,40 m, donc c'est impressionnant. Ça fait 2 nuits qu'on ne dort pas ici, on ne pouvait pas accéder à la maison. Donc on se débrouille. On nettoie peut-être pour rien, mais bon, on verra bien. Parce qu'il y a toujours le risque d'une remontée des eaux de la Liane qui traverse la commune, une possible alerte rouge qui pourrait bien encore saper le moral des sinistrés, selon Brigitte Passeboc, la maire de Saint-Étienne-au-Mont. Forcément que c'est inquiétant, parce qu'on ne sait pas du tout après comment les gens vont finir par accepter tout ça, et puis comment ils vont réagir à l'arrivée. Et puis nous, on commence à être saturés aussi, fatigués. Moi, j'ai des équipes qui sont sur le terrain depuis jeudi. Des équipes municipales et des secours qui resteront sur le qui-vive encore toute la nuit et les jours prochains. À Saint-Étienne-au-Mont, Lionel Gougelot, Europe 1. Et le Pas-de-Calais est pour l'instant vigilance orange aux crues et ne devrait pas connaître de décrue avant au moins vendredi. On va y revenir en fin de journal avec la météo de Marlène Duret. Il s'était fait très discret depuis la cuisante élimination du 15 de France en quart de finale du mondial de rugby. Revoilà Fabien Galtier. Le sélectionneur a pris la parole cet après-midi pour la première fois depuis la mi-octobre. La fédération lui avait concocté un rendez-vous avec une cinquantaine de jeunes joueurs du PUC, Cédric Chasseur. Oui, et comme vous pouvez l'entendre, Fabien Galtier a reçu un accueil très chaleureux. Tout sourire, ses célèbres lunettes noires vissées sur le nez. Le sélectionneur a joué pendant près d'1 heure avec les jeunes du club. Il a aussi passé un peu de temps avec les entraîneurs du PUC, comme le raconte Elio Veani, directeur sportif du club. On a eu un temps avec lui de vidéo là, pendant une demi-heure à nous présenter des rapports de match du quart de finale et en fait j'ai pas tout compris ce qu'il a raconté pour être transparent. En revanche c'était un match accroché et c'est ce qui ressort dans les rapports qu'il nous présente. Un quart de finale que Fabien Galtier a revu 10 fois depuis la mi-octobre. Une défaite qu'il a longuement évoquée avec la presse. Une rencontre d'une trentaine de minutes durant laquelle il s'est confié notamment sur la douleur causée par cette élimination. C'est comme un deuil pour le sélectionneur du 15 de France. La déception est énorme. Donc dans un premier temps, je crois qu'il y a un deuil à respecter pour moi, mais aussi pour le staff, mais aussi pour les joueurs. Et je dirais que le mot qui revient et que je partagerai avec vous, c'est il faut l'accepter. Il faut accepter la défaite, il faut accepter le fait de ne pas avoir atteint l'objectif. Et ensuite, il faut dépasser cet état-là. Je pense que la blessure, ça fera une cicatrice et que la cicatrice, on l'aura à vie. Et à la question, regrette-t-il ses choix lors de ce quart de finale? Fabien Galtier est resté fidèle à lui-même. Absolument pas, a répondu le technicien. Si c'était à refaire, je referais la même stratégie. Voilà, Cédric Chasseur. Du foot ce soir, le RC Lens joue sur le terrain des Hollandais du PSV Eindhoven en Ligue des Champions. Et maintenant, on prend la mer avec la Transat Jacques Vabre. Et comme tous les soirs, on retrouve François Gabard qui, avec Tom Laperche, vogue en tête de la course. Ce soir, à bord du trimaran SVR Lazartigue. Pour naviguer au mieux, ils utilisent les informations de leur équipe de routage, comme l'explique François Gabard. On a une équipe à terre qui peut nous aider à analyser la météo et nous aider à trouver la meilleure trajectoire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne regarde pas du tout évidemment la météo à bord du bateau. Quand on comprend bien la stratégie qu'on veut faire, en général la réalisation on est meilleur. On peut faire confiance de manière un peu aveugle à l'équipe de routage. Puis quand on a le temps de regarder, on y passe quand même pas mal de temps pour essayer de comprendre ce qui se passe. Merci François Gabard et à demain.